Et aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face avec Malika Sorel, qui est essayiste, qui est ancien membre du Haut Conseil à l'intégration, qui est l'auteur de Décomposition française, qui avait été édité aux éditions Fayard et réédité aux éditions Poche, et qui a reçu pour ce livre le prix Honneur et Patrie des membres de la Société de la Légion d'honneur. Ben oui, Malika Sorel, elle mérite la Légion d'honneur parce qu'elle a des convictions, elle a des cohérences et elle les tient. Ce qui, en ces temps un peu troubles, ne sont pas l'apanage de tout le monde, il faut le dire. Alors Malika Sorel, effectivement, Décomposition française, on pensait qu'à un moment donné on pourrait l'arrêter, l'endiguer, on pourrait pouvoir parler d'autre chose peut-être, mais même sans le Covid, je parle même pas du Covid, sans le Covid, ça battait son plein la décomposition, et puis là, quand même, il se passe quelque chose, on ne sait plus effectivement à quel désespoir se vouer. Mais en même temps, il y a beaucoup de lucidité, beaucoup de gens qui résistent, beaucoup de gens qui contestent, et beaucoup de gens qui ont question à tout, Malika Sorel. Alors, je voudrais commencer par un peu l'actualité, etc., par rapport à ce qui s'est passé, je voulais avoir vraiment votre sentiment, votre avis, votre analyse sur ces violences qui sont devenues, mais vraiment, qu'elles soient contre la police ou qu'elles soient contre les citoyens, qu'elles soient contre... et qui sont devenues vraiment monnaie quotidienne. Il a toujours existé la violence, on l'a pas inventée. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à un stade où quand un jour il n'y a pas attaque au mortier, où il n'y a pas coup de couteau, où il n'y a pas tabassage, lynchage et autres, on est étonné, tiens, il y a eu un jour sans. Malika Sorel. Bonjour à tous, bonjour André. En 2007, dans le puzzle de l'intégration, c'est l'un de mes livres, j'avais alerté en disant que le fait que les policiers étaient attaqués, 2007, n'était pas du tout lié à leurs compétences ou leur manière d'agir, mais au fait que certains jeunes issus de l'immigration attaquaient les forces de l'ordre parce qu'elles représentaient l'autorité de dans notre société et qu'elles représentaient, ces forces de l'ordre, des valeurs et des façons d'être que ces jeunes rejetaient. Et je disais dans le même paragraphe de ce livre, Le puzzle de l'intégration, que les enseignants étaient déjà à l'époque attaqués, remis en cause au sein même de leur classe, parce que ces jeunes, c'était une manière de se rebeller contre un ordre et contre surtout des mœurs, des coutumes, une culture qu'ils rejetaient parce qu'elle n'était pas la leur. Et je disais quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il ne servirait à rien de se pencher simplement sur la question de ces jeunes, parce que ces jeunes n'étaient pas des électrons libres, qu'ils avaient des familles et qu'il fallait qu'une action soit entamée. Oui. Une action soit entamée envers les parents issus de l'immigration, les parents de ces enfants, pour les faire réfléchir sur le comportement de leurs enfants vis-à-vis de notre société, sur ce qui se passait à l'extérieur de chez eux. Les parents, rappelons-le, sont responsables des mineurs. Et je disais que se pencher simplement sur ces jeunes en essayant de parler à ces jeunes-là ou de leur dire on va vous trouver des contrats en alternance, toutes ces petites choses-là que tous les présidents de région se glossent là, on a fait des contrats d'alternance et compagnie, ça servirait à rien parce que ces jeunes-là seraient aussitôt remplacés par des plus jeunes un peu plus tard. Et donc il n'y a aucune action en dehors d'une phase où j'ai fini, parce que c'est moi qui étais à l'origine de cette demande à Nicolas Sarkozy à l'époque, de faire en sorte qu'il y ait une mise sous tutelle des allocations familiales pas pour sanctionner, parce que c'est une mise sous tutelle ensuite ordonnée, pour expliquer aux parents qu'ils avaient un rôle à jouer et qu'on ne pouvait pas continuer ainsi. Quand vous dites mise sous tutelle des allocations familiales par les parents délinquants, on disait on a un poids sur vous, parce qu'attention, si vous ne surveillez pas vos enfants, si vous ne les contrôlez pas, il y aura des sanctions. Absolument, tout à fait. C'est ça. Absolument, c'est de rappeler aux parents... Oui, allez-y.
Ah non, ce n'est plus du tout d'actualité. Ouais. On ne dit jamais rien. On parle des jeunes comme si c'était enfanté tout seul. Il y a eu certains maires, vous savez, qui le font en ce moment. Il y a des maires Oui, mais c'est epsilonesque au regard. Je ne dis pas que cette action-là va tout résoudre, loin de là. Non, mais ça responsabilise. J'attirais l'attention sur le fait que les parents avaient leurs responsabilités. Vous voyez récemment, quand il y a eu, à chaque fois qu'il y a un attentat, vous voyez défiler des gens de l'ancien, ou même actuel, l'antiterrorisme et autres. Et c'est intéressant de les écouter dans ces moments d'émotion, parce que là, ils lâchent des choses. Par exemple, vous aviez certains qui vous disaient, on a des difficultés à identifier parce qu'il y a une omerta dans les quartiers. Faut dire ce qu'il en est. Il y en a même un qui a rappelé ce qui s'était passé avec Salah Abdeslam, le fait qu'il avait en Belgique, là, c'est la même chose en Belgique. Hein. Quand j'étais au HCI, on avait rendu visite à nos amis belges. Je peux vous dire qu'ils étaient déjà en état de décomposition avancée. Et il rappelait que malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir des renseignements ni à faire quoi que ce soit, et que c'est très compliqué parce qu'il y a une omerta dans les quartiers. Et il y a même un secrétaire national de SGP Police qui a dit, M. Ribeiro, qui a dit une omerta religieuse. Voilà. Donc, si on ne dit pas qu'il y a une difficulté, et si on n'arrête pas aussi un certain nombre de comportements politiques, on va en parler, on va pas s'en sortir. Ça. Oui, non, il y a aussi l'électoralisme. Voilà, il faut qu'on en parle, André, c'est très important. Non, mais tout à fait, tout à fait. Je voudrais simplement, ce qui est intéressant, nous parlions là un peu plus tôt, effectivement, de ce que ça dénote, parce qu'il y a aujourd'hui des aires ARES, des surfaces de crise, des points de crise, des archipels de crise, je dirais, dans ce pays. Il y en a ailleurs, mais parlons de la France. Par exemple, ce malaise de cette lettre des généraux de réserve. Vous connaissez l'armée, Malika Sorel. Je voudrais savoir, on en a parlé en première partie de l'émission avec Philippe Devilliers, avec d'autres. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que surtout, ça dénote quoi? Le fait qu'aujourd'hui, je rappelle, ils sont presque 10 000 militaires de réserve, puisque les militaires d'actifs n'ont pas le droit de parler, bien sûr, n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est la loi. Et ça fait beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça dénote, en fait? Je pense que ça répond à... Peut-être qu'est-ce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Ah oui, carrément. Moi, je l'espère. Je vous le dis clairement, André. J'espère que cette goutte d'eau, je parle de... il y a une goutte d'eau peut-être qui a fait déborder le vase, je parle pour les généraux. Le fait que ce sont des hommes qui aiment la France. Certains ont fait la guerre, sont battus pour défendre la France. Il n'y a pas que des généraux dans ces... Oui, il y a énormément. Bien sûr, les généraux sont là, mais parce qu'il y a des soldats derrière. C'est un corps. C'est pas simplement... Et vous dites, eux, ils ont risqué leur vie. Enfin, ils ont... Voilà, donc... que des ministres se permettent de parler d'eux en généraux, en charentaise, moi ça me donne envie d'une paire de baffes parce que ça ne mérite pas plus. Des ministres qui sont dans leur bureau avec leurs chauffeurs, qui osent parler comme ça de nos soldats. C'est inacceptable. Je pense qu'ils prennent conscience du fait que là on arrive véritablement au bord du précipice. On leur a reproché de parler ou de dire il y a la guerre civile. La guerre civile, elle a déjà démarré. Je vais vous dire, André, la guerre civile revêt plusieurs formes. Et dans l'une des formes de la guerre civile, c'est le fait que des groupes armés s'attaquent sur un territoire aux forces armées du pays. Récemment, lorsqu'il y a eu, vous savez, les tirs de mortier, etc., certains ont été arrêtés, des lanceurs de mortier, et inculpés au motif d'avoir participé à un groupe armé. Donc, voyez bien, l'État ne veut pas le dire, mais on est déjà dans une logique quand vous avez, pendant une semaine, quasiment chaque jour, des policiers qui représentent l'ordre dans notre pays, qui se font attaquer avec des mortiers. Notamment dans la ville même du ministère de l'Intérieur, où le ministre de l'Intérieur était maire. Ça montre bien son impuissance. Et il nous répond en disant « Je vais envoyer des policiers pour garder les policiers ». Alors on attend le moment, il va nous dire « Je vais envoyer des policiers pour garder les policiers qui gardent les policiers ». Ça dénote de son impuissance et de ne pas prendre le taureau par les cornes. Et là, cette tribune des généraux, moi je la trouve très courageuse, parce que vous savez...
Même dans leur vie privée, dans leurs relations sociales, certains peuvent dire « Oh, mais il fallait pas, après tout ». Mais il y a aucun... Moi, j'aimerais bien qu'on me dise, est-ce qu'il y a un texte qui existe pour dire aux militaires, quand vous rentrez dans l'armée, vous avez perdu votre langue et vous n'êtes plus citoyen? Il n'y a aucun texte. Donc, ces gens ont le droit de s'exprimer et d'alerter les Français, d'alerter tous les citoyens. Et vraiment, moi, je tiens à les remercier. Je leur apporte tout mon soutien. Et juste, Malika Sorel, il faut rappeler qu'un certain militaire à la retraite s'appelait Charles de Gaulle. Et il a un peu parlé, ça a fait peut-être quelque chose. Exactement, et c'est lui qui a eu le courage de se dresser. Et quand vous vous dites, c'est vrai, on est tous à se demander, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour sauver la France, parce que c'est de ça dont il s'agit. Moi, je me souviens souvent de ce qu'a dit le général de Gaulle dans l'un de ses livres de mémoire. Il a dit... quand je me suis rendue à Londres, quand j'ai pris cet avion pour rendre à Londres, j'étais traversée par le sentiment d'être un nageur qui s'apprêtait à traverser l'océan à la nage avec seulement ses petits bras. Et donc, vous voyez ce que le général de Gaulle ressentait à l'époque. Donc, on ne doit pas lâcher. De toute façon, je vais vous dire, ce qui est en train de se produire depuis des années, les Français ont leur part de responsabilité aussi. Ils ont quelque chose à faire en tant que citoyens. On va en parler après les informations. On reste avec vous, Malika Sorel, et puis avec les auditeurs de Sud Radio, bien sûr, qui auront aussi leur mot à dire. Et qui peuvent nous appeler dès maintenant, 0826 300 300. Vous venez poser des questions à Malika Sorel. Évidemment, vous êtes très nombreux déjà à vouloir réagir à la tribune des militaires, mais on vous attend sur ce sujet ou sur celui du Conseil d'État qui valide la conservation généralisée et indifférenciée de l'ensemble de connexions des Français. Oui, et avec Malika Sorel, effectivement l'auteur de Décomposition française et de beaucoup d'autres ouvrages précédents. Et je rappelle que vous avez travaillé notamment sous le gouvernement de François Fillon, avec Claude Guéant notamment, et on parlait hors antenne, Malika Sorel, de ce que vous avez fait sur sur le problème de l'immigration, parce qu'il faut en parler aussi. Et vous avez dit qu'à l'époque, il y avait eu un décret que vous avez lancé et qui a été décousu ensuite et abandonné et jeté aux oubliettes. Oui. Dites-nous. Tout à fait. Je dois dire que, y compris sous le gouvernement de François Fillon, il y a eu 2 phases et que le traitement véritable de ce sujet de l'immigration a démarré de manière très sérieuse avec Claude Guéant. Donc je veux lui rendre hommage parce qu'il a souvent été critiqué, le ministre Claude Guéant de l'Intérieur. Et nous avions rédigé une charte des droits et des devoirs du citoyen français. Cette charte rappelait l'obligation, avant toute naturalisation, de respect de ces principes, ces valeurs. Et sur la base de cette charte des droits et des devoirs du citoyen français, auquel j'ai associé Claude Goasguen, je veux lui rendre hommage également, je l'aimais beaucoup, Claude Goasguen. Et je l'avais appelé en lui disant, je veux que ce soit vous qui représentiez l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée devait être représentée, ainsi que le Sénat. Donc il est venu, nous avons rédigé cette charte des droits et des devoirs. Claude Guéant, dans la foulée, a édicté une circulaire qu'il a adressée aux préfets. Les préfets avaient obligation de faire en sorte que leur service qui s'occupait des naturalisations, en gros du l'octroi de la carte d'identité française, qui, je le rappelle, est un titre de propriété sur la terre de France, ce n'est pas négligeable la question de la nationalité et du droit de la nationalité. En outre de la question de la citoyenneté qui fait qu'on vote ensuite, il y a aussi du titre de la propriété. Nous avons, vous dites avec Claude propriété Guéant, sur la terre de France, oui, il faut absolument, le rappeler, c'est extrêmement important. C'est pour ça aujourd'hui que nous avons des difficultés, parce que lorsque des personnes ne se comportent pas comme on peut l'attendre, c'est-à-dire en tant que Français, on vous répond « Ah oui, mais ils sont Français ». Non, ils ont la carte d'identité française parce que l'État leur a délivré la carte d'identité française dans un viol total et intégral du Code civil qui demandait qu'on vérifie l'assimilation. Avec Claude Guéant, c'est ce que nous avons fait. Nous avons rédigé cette charte des droits et des devoirs du citoyen français. Et Claude Guéant a eu un courage, il a tenu, y compris face à son propre camp, il faut dire ce qu'il en est, parce qu'on parle toujours de la gauche, mais la droite est complètement divisée sur ce sujet. Donc si on se perd en accusant que la gauche, on n'y arrivera pas. Cette question cette question est au-dessus des partis. Bien sûr. On est français. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait plonger, et là les chiffres l'attestent, donc ça peut se vérifier sans difficulté. Manuel Valls, donc arrive à Beauvau, on a fait plonger les naturalisations. Les naturalisations.
Plongé. Parce que tous ceux où il y avait... Significativement, il y a des chiffres, je mettrai si vous voulez sur mon blog les chiffres. Il y avait un article qui avait été sorti dans le journal Le Point qui avait mis ça, on l'a fait plonger. C'était en quelle année cela? Ça, Claude Guéant, c'était 2011-2012. 2011-2012, d'accord. Et donc à la fin, en fait, du quinquennat Sarkozy. De Nicolas Sarkozy, c'est là que Claude Guéant prend les manettes de l'intérieur et j'étais très heureuse, j'ai vraiment bien travaillé avec lui parce que c'est un homme de... C'est un Français, voilà, il aime la France et donc, il travaillait. En 2012, et donc ce qui s'est passé, arrive Manuel Valls comme ministre de l'Intérieur. Comme ministre de l'Intérieur, et l'une des premières actions de Manuel Valls, c'est déjà de supprimer la charte des droits et des devoirs du citoyen français. Et il fait repartir à la hausse, ça augmente tout de suite de 14% les naturalisations. Et ça va continuer. Et comme ça lui suffit manifestement pas, il va aussi ajouter des critères de présomption d'assimilation pour des gens qui sont arrivés, qui font des études de 5 ans, etc. C'est-à-dire qu'on est présumé être français. Mais écoutez, les problèmes que nous avons sont des jeunes qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont fait les 16 ans obligatoires d'école en France. Et Manuel Valls nous détruit la circulaire de Claude Guéant et nous édicte une circulaire qu'il envoie au préfet pour leur dire qu'il y a une présomption d'assimilation au bout de 5 ans d'études. Sincèrement, c'est un grave problème. Et je dis ça pourquoi? Pour 2 choses. Pour dire d'abord que ceux qui vous disent... Je parle à vos auditeurs, André, français. Ceux qui vous disent il faut qu'on modifie la Constitution pour agir, il nous manque des lois, quel que soit le sujet, y compris la délinquance, c'est faux. On a tout ce qu'il faut pour, avec simplement une simple circulaire, amener les préfets à respecter le code civil et à respecter en gros l'identité française. Donc on peut, quand le politique veut, il peut. C'est ça le problème. Juste très important, pardon Malika. Et je vous dirai aussi autre chose qu'a fait Manuel Valls. Je sais, mais il y a quelque chose de très important parce qu'il faut souligner, je crois que beaucoup d'auditeurs, moi-même, je l'étais. Vous dites que dans le Code civil, on ne doit donner la naturalisation française, que la nationalité française, que ceux qui ont déjà une présomption d'assimilation. Absolument. C'est quoi? C'est-à-dire que la naturalisation française, la nationalité française ne peut être donnée qu'à des gens qui seraient en voie d'assimilation s'ils ne sont pas complètement assimilés? Non. C'est ça? C'est quoi exactement? La présomption d'assimilation, c'est Manuel Valls qui l'a introduite. Dans le Code civil, il y a écrit, on ne parle pas de présomption, on parle d'assimilation. C'est-à-dire qu'on donne la nationalité française aux gens qui sont déjà français. C'est-à-dire qu'ils sont culturellement français, qui participent... Ils sont déjà français, non, qui sont culturellement français. Voilà, culturellement français, c'est-à-dire qu'ils partagent les principes, les valeurs, les principes républicains, le respect de la liberté individuelle, l'égalité homme-femme, qui respectent la laïcité. Civil, ça, c'est le Code civil. Dans le Code civil, on doit respecter l'assimilation. Alors, il s'est quand même produit quelque chose, je vais le souligner, c'est que sous Hollande, ils ont rajouté un petit bémol en disant qu'on doit vérifier l'assimilation, mais pas sur les principes, sur la pratique de la langue française. Tous les immigrés quasiment hors ceux d'Asie viennent des pays anciennement colonisés francophones. Si la question de la langue, c'est-à-dire le fait que les gens parlent français égal, ils sont déjà culturellement français, nous n'aurions pas tous les problèmes que nous avons. Donc, ils ont essayé à chaque fois d'amoindrir ce qu'il y avait dans le Code civil. Il faut revenir au fait que le Code civil disait que ceux à qui on donne la nationalité française doivent être français. Et c'est pour ça, André, qu'aujourd'hui on est dans une situation... Ne dites pas, pardon, Malika, ne dites pas doivent être français. Ça introduit... Culturellement, oui. Voilà, non, parce que ça introduit un brouillage là. Ça introduit une confusion. Parce que on ne donne pas la nationalité française à ceux qui sont français. Ceux qui deviennent français, je parle des personnes qui viennent de l'immigration. C'est pour ça. Je parle pas des... Donc pas qui sont français, qui deviennent français. Oui, non, mais c'est important. Qui deviennent français, mais qui sont français, je vous explique. Oui. Quand moi j'ai demandé la nationalité française, j'étais déjà française. Depuis très longtemps. Vous êtes d'origine algérienne. Et j'étais déjà... C'est pour ça que je dis comme ça. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui sont déjà français, mais qui ne vont pas nécessairement demander la nationalité. Ils sont culturellement français. Oui, mais il y en a qui peuvent devenir français, pardon. Mais bien même entendu. Ils ne le sont pas déjà avant. Ils le sont devenus français. Ils sont devenus... Donc, on ne donne la nationalité française, je le répète, dans le Code civil, qu'à ceux qui se sont assimilés, c'est-à-dire que culturellement, ils sont devenus français. Et en plus... ils veulent pouvoir partager le destin des Français, c'est-à-dire participer, appartenir à la même communauté politique, et donc à voter et à
dessiner, parce que c'est ça qui est important, André. Quand on vous donne la nationalité française, vous pouvez voter, et donc vous êtes architecte du projet collectif, et donc vous allez dessiner la société de demain. Donc si vous donnez la nationalité à des personnes qui n'ont pas la même perception de l'égalité, homme-femme, de la liberté individuelle, de la fraternité qui doit être au-dessus de toutes les religions, ou les dépasser, de la laïcité, ben un jour, en fonction du corps électoral, vous n'aurez plus le même projet politique collectif et ça ne sera plus la même France. Vous voyez l'importance ? Donc ceux qui ne s'assimilent pas, vous les appelez un peu les Français de papier, mais qui sont déjà Français. Alors, ce sont pour moi des Français... sincèrement, aujourd'hui, et de plus en plus, il y a des Français français. Dedans, vous avez des Français de naissance, des Français de souche, ce qu'on appelle les Français de souche, naissance culturelle européenne. Et puis vous avez de tous les pays du monde. Venus de tous les pays, et vous avez des Français non français. Et ça, c'est à cause de l'État. L'État porte une responsabilité écrasante. Je l'ai toujours écrit depuis le début. Ça m'a valu beaucoup de problèmes avec les hommes et femmes politiques, y compris jusqu'à aujourd'hui. Je le répète. La responsabilité première, c'est celle des élites politiques, c'est aussi celle des élites médiatiques, parce qu'à chaque fois, elles font caisse de résonance, elles accompagnent le politique dans la déconstruction. En quoi sont-elles responsables, ces élites politiques ? Parce que les élites politiques, ce sont elles qui ont persisté dans des flux migratoires extrêmement importants, alors qu'elles savaient que l'assimilation ne se produisait plus qu'à la marge. Elles ont persisté avec des flux migratoires extrêmement importants, alors qu'elles savaient que, comme l'intégration culturelle ne se faisait pas, les gens qui arrivaient renforçaient des diasporas naissantes qui ont commencé à grossir et qui ont empêché, entre guillemets, ceux qu'ils estimaient être des leurs de s'intégrer culturellement. Et ça, c'est connu depuis très longtemps et les politiques le savaient. Et qu'ont fait les politiques ? Ils n'ont rien dit, ils ont continué comme si de rien n'était. Et pire, ils ont été cyniques parce que comme ils observaient sur le terrain qu'au fur et à mesure du temps, une partie des gens qui n'étaient pas culturellement français votaient, puisqu'ils leur avaient donné la nationalité française, et bien ils ont fait de l'électoralisme. Donc vous avez aujourd'hui, y compris des maires, des présidents de région, il faudrait vraiment faire, hier Michel Auboin vous disait il faut faire un examen sur ceux qui sont naturalisés, moi je vais vous dire, bien sûr il faut le faire, on va faire aussi un examen de tout ce que font un certain nombre d'élites politiques, y compris actuellement en campagne, c'est-à-dire qu'ils fricotent sur le terrain avec des gens qui sont contre la République. Et ensuite, ils viennent nous parler de principes pour avoir des voix. Et donc, vous voyez, André, pourquoi la question des flux migratoires et de David Lisnard, le maire de Cannes, qui dit qu'il faut tarir les flux migratoires, comme Georges Marchais en 81. Oui, il a Georges parfaitement Marchais raison. Disait, oui, absolument. Il a parfaitement raison. La question des flux migratoires est extrêmement importante parce que c'est ça qui pousse les élites politiques à faire dans l'électoralisme. Parce qu'aujourd'hui, en raison de l'évolution de la démographie électorale, ils pensent qu'ils ne pourraient pas être réélus. Parce qu'une partie de l'immigration qui n'est pas négligeable, qui ne s'est pas intégrée, et ça on dit toujours une minorité, c'était qu'une petite minorité, les politiques ne feraient pas des accommodements raisonnables sur le terrain. Surtout, je rappelle, Malika Sorel, qu'avec l'abstention, il suffit de 5 à 10 000 voix pour faire évoluer le vote. Mais complètement. C'est-à-dire, il suffit d'une poignée de voix aujourd'hui avec l'abstention qui règne pour que ça bascule d'un côté ou d'un autre. Donc la responsabilité politique, et en plus, il y a quelque chose qui est important, puisque Emmanuel Macron a parlé de déconstruire récemment sur CBS. Déconstruire l'histoire de France, oui. Alors je vais vous dire, la déconstruction, elle avait déjà démarré, il n'y a pas que lui, même à droite, parce que vous avez des ministres, et je le dis dans mon livre, je donne les noms. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Les ministres de droite, ils n'ont qu'à changer leur comportement. C'est ça qu'il faut. Il faut que les citoyens soient désormais les deux pieds dans le sol de France, point. C'est-à-dire hors parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont demandé à supprimer les épreuves, y compris pour l'entrée dans la haute fonction publique. Les épreuves, c'était sous la droite, ça. Les épreuves de culture générale. Et la culture générale, c'est quoi ? C'est la culture française, et donc c'est l'identité française. Donc vous enlevez la culture générale. Alors effectivement, c'est compliqué. Alors au lieu de se dire, on va aider les enfants de l'immigration, parce qu'effectivement c'est difficile pour eux, ils n'ont pas ça dans leur famille, on va les aider, on va faire des cours renforcés de langue, de culture, on va les faire voyager, on va leur faire apprendre l'anglais, parce que la discrimination se fait aussi sur la maîtrise de la langue anglaise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah ben non, messieurs, dames, parce qu'il y a aussi des femmes dedans, parce que femmes et hommes, pareil, même combat, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les hommes, entre guillemets, les pauvres sur qui on tape. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
ils ont demandé à leur service de supprimer la culture générale des concours. Je donne les noms dans mes ouvrages. Dans les compositions françaises et autres. Malika Sorel, on reste ensemble et les auditeurs du Sud Radio vont avoir la parole. Et ils sont déjà très nombreux à avoir pris leur place et à avoir appelé le 0826 300 300. Mais continuez à nous appeler, on a encore beaucoup de temps ensemble. À tout de suite. Les carottes sont cuites et les auditeurs de Sud Radio sont prêts. Et nous sommes toujours avec André Berkoff et son invité Malika Sorel. Je rappelle le titre de son livre Décomposition française. C'était édité chez Fayard en 2015 et réédité aux éditions Poche. Juste Malika Sorel, en fait, ce que vous souhaitez, on en parlait hors antenne, c'est peut-être que la France adopte les 3 lignes du code de nationalité marocaine. Oui, tout à fait. Ça consiste en quoi exactement? Et des pays d'origine. Oui. Comme ça, on ne nous dira pas que nous sommes des gens qui excluent. Le code de la nationalité marocaine, la possession d'état de national marocain résulte d'un ensemble de faits publics notoires et non équivoques, établissant que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des Marocains, et ce qui est très important, et ont été regardés comme tels, comme Marocains, tant par les autorités publiques que par les particuliers. Donc vous voyez la nationalité, les particuliers, c'est-à-dire que les Français de souche, comme les Marocains là-bas, auraient dû avoir leur mot à dire, parce qu'en réalité, quand les élites donnent la nationalité, ils nous ont mis dans la situation dans laquelle nous sommes. Clémence. Alors, les auditeurs, on donne la parole à Thomas qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Thomas. Oui, bonjour Thomas. Bonjour André, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio, auquel je tiens en premier lieu à féliciter pour votre extraordinaire travail. Merci. Et je voulais faire une entrée fracassante en vous remerciant déjà, M. André Berkoff, par rapport à votre intervention hier que vous avez fait à TPMP. Je pense que vous avez réalisé le fantasme de bon nombre de Français de lui rentrer directement dans sa tête avec hauteur. Merci. Voilà, j'ai passé un très bon moment. D'accord. Alors ensuite, voilà, j'ai une question pour vous, André Berkoff, oui. et pour votre invité Malika Sorel. Allez-y. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tout ce que l'on vit depuis 1 an, la gestion amateur de la crise, les mesures contre-productives qui aident à la prolifération du virus, comme le confinement par exemple, et récemment on peut le voir avec certaines études sur les vaccins, les censures à outrance sur Trump en début d'année par les GAFAM, sur YouTube, sur tous les débats anti-vaccins, ou qui remettent en cause la véracité des chiffres Covid, les suppressions de lits, les fameux brevets déposés, d'ailleurs j'aimerais bien avoir la confirmation de savoir par rapport à ces fameux brevets SARS-CoV-2 où j'ai du mal à trouver, la manipulation des chiffres, les comparaisons des courbes létales en mars 2020, à des courbes de contamination simples et bancales à partir du mois de juin, des comparaisons de comorbidité, et tout sur le dos du Covid. Et là, récemment, les doses de vaccins qui ne sont plus à prix coûtant et qui vont prendre un gros prix. Voilà. Et là, je voulais aussi intervenir par rapport à ça. Là, récemment, depuis 1 an, oui. on a affaire à une propagande de peur, un peu digne d'un régime bolchevique. Et comme vous le disiez en début d'émission, une étendue massive de la surveillance sur les gens. Voilà. Est-ce qu'on a assez d'éléments maintenant pour comprendre qu'il y a une réelle prise de force sur les gens qui sont maintenant gentiment dociliés pour pouvoir interpréter? Est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter qu'il s'agit réellement d'un complot où les États profitent de la crise pour imposer totalement leur nouvelle vision sur le monde et donc d'un communisme 2.0? Alors, 2 choses avant de donner la parole à Malika Sorel. Personnellement, je crois que, vous savez, évitons le mot complot. Il est employé, c'est un mot valise, employé de toutes les façons possibles. Et c'est devenu un mot aussi employé et prostitué par des gens qui veulent surtout pas qu'on ait question à tout, parce que c'est ça le problème. Et donc, ils vous répondent quand vous posez les questions que vous posez, et vous n'êtes pas le seul, et vous avez raison de les poser, complotisme. Mais même pas besoin de cela. Effectivement, je crois que il y a eu un management par la peur, ça c'est clair, et pas seulement en France, dans beaucoup d'autres pays, parce que le pouvoir en tant que tel, il aime bien que les gens se comportent comme des moutons, et que je suis le camp du bien, dit le pouvoir, donc je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qu'on dit avec juste titre aux enfants quand ils ont 3-4 ans, ou 2 ans, ou 5 ans. Après, si on veut être adulte, mais on n'aime pas beaucoup les adultes. Les adultes avec leur liberté de penser, leur esprit critique, on n'aime pas beaucoup ça. Vous savez, c'est la phrase de Bertolt
Bertolt Brecht, il disait que dans un pays, le peuple maugréait contre le gouvernement, et le gouvernement excédé décida de changer de peuple, ou du moins de le dissoudre. Alors il y a de ça. Et justement, Malika Sorel, ce serait intéressant de parler, on vient de parler de la crise du Covid, et ce que ça a dénoté aussi, hein, comme on parlait d'immigration, et ça a dénoté quelque chose. Et c'est vrai que quand on relit, comme l'a fait Julien, c'est Julien. Thomas, pardon. Je sais pas que vous me parliez avant. Et c'est vrai que ça dénote quand même quelque chose qui est du ressort, pas du tout du complot, on n'a pas besoin de ça, mais du ressort d'une stratégie du brouillard, de l'opacité et du mensonge. Cette crise du Covid, d'abord je rejoins ce que vous avez dit et je rejoins aussi la réponse que vous a fait Berkov, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention parce qu'en réalité beaucoup de gens qui nous gouvernent n'entendent qu'une seule chose, c'est de nous embrigader, nous emprisonner dans une case. Donc si vous prononcez un mot complot simplement parce que vous vous interrogez, parce que vous vous dites mais c'est quand même étrange tout ça, alors est-ce que vraiment ça serait... Parce que ça serait commode de se dire qu'il y a une main derrière. Moi je ne crois pas qu'il y ait une main derrière. Quand il s'est passé la crise du Covid, donc dès le décembre, quand on a commencé à nous dire ce qui se passait en Chine, moi j'ai vécu dans le monde politique, parce que tout ce que je raconte c'est de l'intérieur, c'est vraiment un témoignage de l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai fréquenté ces gens, la haute administration, j'étais dans les réunions, j'ai vu comment ils fonctionnaient. Il faut que vous sachiez qu'il faut que les Français se décomplexent par rapport aux histoires du diplôme, parce que les gens qui ont beaucoup de diplômes ne sont pas forcément les plus intelligents. Ça, c'est vraiment, il faut se décomplexer par rapport à ça. Moi, j'ai vécu en Algérie, j'ai connu des gens qui n'avaient fait aucune étude, qui avaient le bon sens paysan et qui étaient beaucoup plus intelligents que bien de nos énarques, qui ont mené la France dans la situation. En réalité, le Covid a été géré exactement comme ils ont géré les questions de l'immigration, le problème de l'intégration et le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec des problèmes d'affrontement avec les principes de la République. C'est-à-dire une incompétence, mais c'est extraordinaire. Le fait de travailler au jour le jour, d'être incapable d'anticiper, de se projeter dans l'avenir et de se dire si je fais ça, que va-t-il se passer, que dois-je faire, etc. Je vous donne un exemple sur le Covid, c'est un exemple tiré de ma propre existence. Quand j'ai vu ce qui se passait en Chine, je suis allée sur la plateforme d'achat en ligne que tout le monde connaît, très grosse plateforme américaine. Figurez-vous que j'ai commandé plusieurs boîtes de masques. Parce que je me suis dit... Dès janvier 20 janvier, j'ai commandé plein de masques et j'en ai même donné à mon médecin. En bas de chez moi, je l'ai appelé, je dis docteur, est-ce que vous voulez des masques? Et je lui en ai amené. L'abbé Pierre Malika. Parce que c'était tellement logique. On vous dit un virus, vous expectorez, blablabla, vous respirez, vous vous dites, si vous réfléchissez 2 secondes, waouh, il faut se protéger. Donc, à l'époque, ils ont menti déjà parce que leur problème, c'est quoi? Il y a beaucoup d'indifférence, moi je l'ai remarqué, c'est-à-dire que même par rapport à la situation de la France en lien avec l'intégration culturelle qui se faisait plus qu'à la marge, il y a une grande indifférence parce qu'ils ne vivent pas les conséquences de leur prise de décision et parfois de leur inaction. C'est juste. À chaque fois, ils ne jouent pas leur peau, comme disait Nicolas Taleb. Je vais vous dire clairement, moi je suis pour le fait qu'on descende de manière extrêmement importante tout leur salaire. Il faut qu'ils soient beaucoup moins payés, leur vie est trop confortable. Et pourquoi je dis ça? Parce que comme leur vie est confortable, ils s'y accrochent. Et comme ils s'y accrochent, ça va vous rappeler quelque chose dont on a parlé beaucoup récemment. Vous allez comprendre que ce n'est pas forcément un complot. Ce sont des groupes d'amitié, de pouvoir, de renvoi d'ascenseur. L'affaire, moi je suis diplômée de Sciences Po, l'affaire de Duhamel, où la fille Kouchner a bien expliqué que l'omerta était liée au fait qu'ils se connaissent tous entre eux, ils se protègent, personne ne parlait, tout Saint-Germain était au courant, et ils ont laissé des choses monstrueuses se dérouler, et ces gens n'ont rien fait. Dans le domaine de l'immigration, dans le domaine du Covid, regardez, ils ont osé dire aux gens, ne portez pas de masque, c'est dangereux pour la santé, alors qu'on respire par le nez et la bouche. Donc, ils vont toujours chercher à se protéger. Si vous leur donnez la facilité de dire c'est un complot, ils vont dire oh, les complotistes, allez, tout le monde dehors, on va les enfermer. Et effectivement, vous avez raison aussi, vous avez parlé de la peur. Ils nous ont terrorisés. Et donc, les gens ont peur. Tout le monde a peur. On vous dit en plein air. Et puis, ils ont fait quelque chose de criminel, c'est-à-dire qu'ils ont privé les jeunes de plusieurs années de leur existence. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ne trouvent plus de stage, qui ne trouvent pas à être embauchés, les entreprises qui vont être à genoux quand les aides vont être retirées. Oui, et donc, ils terrorisent la population. Et pourquoi je parle de la terreur? Parce que on va revenir aux attentats qui se produisent sur le territoire et ce qui se passe dans les quartiers, c'est aussi par la peur et la terreur, à cause de ça, que les familles ne parlent pas et que les familles, finalement,
parfois participent à l'ordre établi dans certains Malika, quartiers. on va pas parler de tout en même temps et on va reparler. C'est lié à la terreur. C'est vrai. Mais je crois qu'on va revenir après une petite pause et avec, vous avez tout à fait raison, de lier. Mais il ne faut pas, je veux dire, parler de tout ça en même temps parce qu'à ce moment-là, il faut rester quand même sur ce qui s'est passé avec le Covid un moment. On va en reparler avec les auditeurs. Alors, je ne sais pas si elles sont cuites, mais en tout cas, ça débat et ça débat fort ici à Sud Radio avec André Berkoff et Malika Sorel et vous tous qui nous appelez 0826 300 300. On va à Oloron, donne la parole à Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Oui, bonjour André, Clémence et bonjour Sud Radio et à tous les auditeurs et à Malika Sorel Bonjour. que je félicite pour sa position, son travail, son intelligence éclairée. Voilà. Merci à vous. Et merci d'être ce que vous êtes. Merci. Je Voilà. ne vais pas changer, vous inquiétez pas. Ah oui, surtout. Et il faut plein de petits comme vous, plein de Eh oui. jeunes. Ça On en- serait on super. en fera. Je pense qu'il y en a en France, il y en a plein. Il y en a plein en France. Allez-y Cathy. Oui, alors c'était pour dire que j'approuve évidemment la tribune des militaires pour simplement dire que voilà, je parle, c'est le peuple, j'entends beaucoup de choses autour de moi. En fait, nous, on les remercie en fait de nous représenter parce que nous, le peuple, on boue. Ça fait un moment déjà que l'on boue. Et donc je trouve leur démarche très, très, très légitime et c'est pour nous très rassurant. Voilà, de se dire que effectivement notre ressenti à nous, le peuple, il est porté. Vous trouvez, c'est-à-dire, vous, ce que vous dites, Cathy, c'est que vous estimez que cette lettre des militaires, ces milliers de militaires qui ont signé, ça vous représente, ça vous représente en tout cas à vous, et vous dites le peuple, effectivement. Et Exactement. Exactement, parce qu'on est en train de, vous voyez au fur et à mesure que les gens ont envie de se soulever, ils savent qu'ils ne le peuvent pas. Mais voilà, là, au moins, là, on est représenté, on sait que... D'accord, compris. Mais vous, par exemple, juste un mot, vous avez vu, on a parlé d'insurrection, etc. Vous souhaitez, vous, Cathy, que ça aille plus loin, que ça ne reste pas simplement au niveau d'un cahier de doléances ou d'une lettre ou d'un avertissement, enfin, vous souhaitez que ça aille plus loin et que le gouvernement s'en rende compte ou que... Non, on ne parle pas d'insurrection, forcément. Si on a tenu jusqu'à présent, c'est que, voilà, on ne veut pas d'insurrection. Bien sûr. Mais on veut que les choses changent et très vite. Ça, c'est sûr. Et que les dirigeants prennent en compte ce qui se passe. Et moi, je crois que le problème, il est là, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et qu'ils ne veulent pas, surtout, changer les choses et qui sont dans une lignée un peu de perdition, quoi. Ils vont jusqu'au bout de leur idéologie et ça ne peut plus, ça ne va plus. Moi, vous savez, je tiens, grâce à vous, Sud Radio et à certains autres, parce que j'entends beaucoup d'invités qui sont très sensés. Je me dis, au moins, ça existe encore. Ça existe encore, voyez, oui. Ça existe encore. Et je me dis, mais quelque chose va bien se passer. Il y a quand même beaucoup de gens raisonnables, de bon sens. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, écoutez, en tout cas, nous, on en parle tous les jours et on continuera à en parler, notamment avec des personnes comme Malika Sorel, qui effectivement, voilà, c'est ce qu'elle dit. Je l'admire. Et je voulais dire, André, vous savez, moi, je pense que le peuple, j'ai ressenti ça, c'est un ressenti. Oui, allez-y. J'ai ressenti ça a commencé sous Chirac. J'ai ressenti qu'on n'aimait plus les Français. Alors, en 81, on a ouvert les vannes. Hein, voilà. Et sous Chirac, je ne sais pas, il y a un ressenti comme quoi on n'aime plus tellement les Français. Et à chaque fois maintenant qu'il y a une cérémonie au monument aux morts, tous les présidents qui se sont succédés, là, ça me fait l'effet d'une imposture. Vous voyez ce que je veux dire? À ce point, oui. Avec tous les événements qui se produisent, mais c'est ça, vous voyez, j'ai le ressenti déjà depuis longtemps. Donc, ce qui arrive, je ne dois pas être la seule, ce qui arrive maintenant, c'est la finalité un peu de tout ça.
D'accord. Voilà. Cathy, Malika Sorel, vous avez entendu, et Cathy n'est pas la première. Oui. J'ai le sentiment depuis Chirac, dit-elle, qu'on n'aime plus les Français, qu'on n'aime pas les Français. Cathy, vraiment, ce que vous dites est très important. Dans mon livre, je dis que le courage vient du cœur. Et je dis que justement, moi, ce que j'ai observé, et ça m'a vraiment sidéré, c'est qu'il n'y avait pas cet amour. Parce que, vous voyez, c'est en tant que parent, par exemple, parce que pour moi, c'est la même chose, la France, c'est notre mère. Et en tant que parent, on se dit, quand il arrive quelque chose à notre enfant ou autre, on aime, on va même pas réfléchir, on réagit, on protège. Et donc, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait un déficit d'amour. Ils voyaient la France se défaire sous leurs yeux. Vous avez dit, Cathy, ils ne comprennent pas. Je suis désolée là de vous dire qu'ils comprennent parfaitement. Vous savez qu'ils ont fait des études, attendez, de ceux qui sont là. Bon, ils sont tous des grandes écoles et nous le renvoient à la figure. Moi, j'ai jamais eu aucun complexe parce que je suis passée par les mêmes cursus. Donc, ils ne pouvaient pas me la raconter, entre guillemets, soit dit en passant. Mais ils comprennent, et quand on leur explique, oui, mais c'est pas grave, on verra plus tard. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur quotidien, et je répète véritablement, c'est parce que ce qui leur importe, c'est leur quotidien, le fait qu'ils sont invités, qu'ils se fréquentent entre eux. La perpétuation. Et effectivement, dans mon livre, j'ai dit ceux qui sont cooptés par le système ont été identifiés comme aptes à participer au maintien du système en place et sa reproduction. Et donc, vous voyez, c'est exactement ce processus, mais même si on ne veut pas trop essayer de réfléchir, d'abord, il ne faut pas se dire ils n'ont pas compris, ils ont parfaitement compris, attendez, ils ont tous les chiffres, ils savent parfaitement. L'INSEE vient de publier, là c'est extrêmement important, le fait que l'accroissement de la population française, désormais, est majoritairement dû à l'immigration. Ça veut dire énormément. Et donc, ils ont tous les chiffres, ils savent parfaitement, ils voient ce qui se passe dans les classes, ils voient depuis des années, moi j'ai assisté à des réunions, le fait que les professeurs étaient attaqués, que les enfants leur apportaient certains propos de leur maison, qu'il fallait agir sur la question des principes républicains et de leur respect, qu'on ne pouvait plus accueillir une immigration, qu'on n'arrivait plus à intégrer culturellement. Ils ont persisté parce qu'il y a un certain nombre d'intérêts en jeu aussi. Il y a un rapport qui avait été publié sur la croissance économique, par exemple, il y a quelques années, c'était en 2008. Et dans ce rapport, c'était le rapport de Jacques Attali sur la croissance, il disait « Ah, mais la réponse au problème de la France, c'est de ramener encore de l'immigration. » Non mais attendez, ils ont tous fait l'IX, l'ENA, etc. L'IX, c'est Polytechnique, excusez-moi. Ce sont des gens qui ont... Donc, à un moment donné, on va arrêter de réfléchir, on va se dire s'ils aimaient la France, ils se seraient comportés différemment. Donc plaçons tout sur ce registre-là, d'aimer la France et donc de la ressentir et de souhaiter qu'elle se perpétue et qu'elle se continue. D'accord. Clémence. Alors, on va aller à Nice, on donne la parole à Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invité. Bonjour. Je vous écoute, Pierre. Malika Sorel, on vous écoute. Malika Sorel, pardon. Voilà, écoutez, vous avez dit tellement de choses depuis que j'ai appelé que c'est vrai qu'il y a beaucoup, le chantier est immense, quoi. Ah, ça, c'est le moins que l'on puisse dire, oui. On est d'accord. Il est immense parce que... Et à votre avis, Pierre, il faudrait commencer par quoi? Vous, personnellement, vous commencez par quoi? Je pense qu'il faut recommencer par la base pour essayer de partir sur quelque chose d'à peu près stable, c'est-à-dire la prise en compte du réel et de la notion de réalité, quoi. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, ça entraîne des conséquences. Si je pousse mon verre au bord de la table, à un moment donné, il va tomber. La responsabilité aussi, oui. Je pense qu'actuellement, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire, et alors tout dans toutes les sphères confondues. Hein, je ne vise personne en particulier, et c'est même là que ça devient problématique. C'est-à-dire que, en fait, trop de gens maintenant pensent qu'ils peuvent avoir des comportements ou des actions quelles qu'elles soient d'ordre politique, qu'elles soient d'ordre... et qu'il y aura une impunité et qu'ils ne seront pas sanctionnés ni punis. Pas forcément, non mais pas forcément, c'est pas forcément une histoire d'impunité, c'est une histoire que, moi, si vous voulez, je vais vous le dire, j'ai commencé à vraiment me poser la question par rapport à cette notion des causes et des conséquences, quand il y a quelques années, il y avait des pubs pour les voitures et on vous disait vers le mois de mai ou juin, partez avec telle voiture, je ne vais pas citer de marque, et en gros, payer, et finalement le type il disait aussi bien je ne vais même pas payer.
Mais c'est carrément le crédit, culturel, etc., quoi. etc. Oui, d'accord. Ou alors du même ordre. Non, mais parce que après je vais venir aux politiques. Allez-y vite, non, parce qu'on a simplement, Pierre, il y a beaucoup de monde, et vous savez, je demande aux éditeurs quelquefois de ramasser, sinon donc je veux revenir on n'en sort pas. À la tribune, si vous voulez, à la tribune des militaires. Voilà, allez-y. Le problème, enfin, c'est même pas un problème, c'est-à-dire que les militaires, en fait, actuellement, cette tribune, elle est stigmatisée parce qu'en fait, ils disent quelque part justement le réel, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le roi, il est tout nu, et puis les militaires, ils jouent le rôle de l'enfant qui dit mais le roi, il est tout nu, là. Et puis finalement, bon, ouais, tout le monde connaît l'histoire. Et donc, et ce qui est dramatique, c'est que le pouvoir, au lieu finalement de gérer en disant bon ben écoutez on va en discuter, oui, on va débattre. Pas, puisque notre président il aime bien les réunions, il devrait inviter cette vingtaine de généraux et discuter avec eux. Peut-être ce serait une idée, quoi. Peut-être qu'il en sortirait quelque chose, je ne sais pas. Mais en fait je crois qu'ils ont été pris de court et que cette tribune leur a, je dirais aux politiques en général, pas que le gouvernement, mais leur a un peu coupé l'herbe sous les pieds, d'autant plus qu'en fait, ils savent très bien que le reste de l'armée, quelque part, même si elle ne dit rien, parce qu'évidemment c'est la grande muette, elle n'en pense pas moins. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Donc du coup, oui, c'est quand même une étape de franchie. C'est ce qu'on dit effectivement aux autres auditeurs aussi, comme vous. Est-ce que ce ne serait pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase ? On verra bien. C'est ce qu'a dit aussi Malika. Non, parce que le problème, c'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle n'est pas de ce côté-là. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle est du côté de ceux qui provoquent les problèmes et non pas de ceux qui veulent les résoudre. Mais simplement, Pierre... Sur l'éveil des consciences. Oui, mais ce n'est pas ça qui fera déborder le vase. Il faut toujours quelque chose, un événement, vous savez, c'est ça l'histoire. Bien sûr que les gens vont réagir, mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça ne viendra jamais des gens au pouvoir. Ça viendra effectivement de leur action ou de leur inaction, justement. On reparle de tout ça après une petite pause. Et puis vous vous rappelez, un seul numéro pour nous joindre, 0826 300 300, à tout de suite. Et vous êtes toujours très nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Tout de suite, on va donner la parole à Charles qui nous appelle de Paris. Bonjour Charles. Oui, bonjour Charles. Charles, est-ce que vous êtes là ? Alors, on est peut-être avec quelqu'un d'autre que Charles. Bonjour non. Fred, est-ce que ce serait Fred alors ? Qui est à l'appareil ? Dites-nous tout. Oui, on vous entend, mais qui est... Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien, très bien. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Romain, j'habite Marseille. Bonjour André, bonjour Clémence. Bonjour. Et bonjour Malika. Bonjour Charles. Romain, pardon. Oui, absolument. Bonjour Malika, je salue votre intelligence et je salue aussi votre bienveillance qui n'a d'égal que votre humanité. Puisqu'en réalité, il n'y a pas d'intelligence sans bienveillance et sans humilité. Et l'intelligence et l'humilité et le niveau de culture générale, c'est pas forcément ce qui caractérise la classe politique dans son quasi-ensemble actuellement en France. Alors deux observations assez rapides sur deux sujets d'actualité que vous avez évoqués. Le premier qui concernait la décision du Conseil d'État qui avalise dans le droit, d'une certaine manière, un principe de surveillance généralisée au motif de questions, de questions sécuritaires. Je pense que c'est une question qui devrait tous nous interroger sur le devenir de la démocratie et qui pose quand même question. Et j'en viendrai à citer Bernanos qui disait « Un monde gagné par la technique est perdu pour la liberté ». Je pense que c'est une parole de Bernanos qui mériterait d'être méditée par rapport à ces questions d'actualité. Sur le sujet relatif aux généraux, vous avez cité tout à l'heure le général de Gaulle, donc je me permettrai de le citer, il disait « La pire calamité après un général bête, c'est un général intelligent ». Donc, si vous voulez, quand on voit des réactions d'hystérie qui émanent de la classe médiatique, de la classe politique, quand on voit la sortie de Mme Schiappa, celle de M. Darmanin ce matin, je trouve qu'il y a une hystérisation du débat. Je trouve que les généraux ont eu le mérite de porter à la connaissance de tout le monde une situation qui est absolument dramatique et qui pourrait nous conduire au bord du précipice, comme le disait Malika. Et je pense qu'ils sont tout à fait dans leur droit. D'ailleurs, ils sont retraités, donc ils ne sont pas soumis au devoir de réserve. Et ils sont tout à fait dans leur droit d'exprimer des inquiétudes réelles. Et la situation
situation que nous connaissons aujourd'hui, elle n'est finalement que la réalité, elle n'est que la résultante de choix politiques qui ont été menés par une classe politique depuis 50 ans. J'étais sensible à tout ce que disait Malika tout à l'heure. En réalité, la classe politique, le général de Gaulle en 1963 indiquait que la classe dirigeante ne croyait plus en la France. C'est la raison pour laquelle ils mènent des politiques qui vont à l'encontre des intérêts supérieurs du pays. Je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est pour cette raison-là. Oui, Romain, je voudrais que Malika peut-être justement réponde à cela, en tout cas nous donne un peu son ressenti. Oui, sur ce que vous avez dit, d'abord, je vais vous dire, je parle jamais de ma vie, mais je suis née à Marseille et j'y ai grandi, donc ça me rappelle beaucoup de beaux souvenirs. Sur la réalité de ce que vous avez dit en dernier lieu, je n'ai jamais compris pourquoi le général de Gaulle avait choisi Georges Pompidou. J'en parle dans mon livre, j'en ai discuté aussi avec des personnes qui ont connu le général de Gaulle, qui ont connu Georges Pompidou. Parce qu'en réalité, je pense que ça a dérapé à ce moment-là. Parce que vous parlez des intérêts. C'est pas avec Giscard que ça a dérapé, franchement. Non, dès Pompidou, ça a commencé à déraper. Et De Gaulle a choisi un verbeux. Je n'ai jamais compris. J'en ai parlé vraiment avec quelqu'un. Parce que son père est en réalité le fils de Louis Ternoir, qui a été le porte-parole du général de Gaulle. Et j'ai essayé de comprendre auprès de lui. Je dis pas que Alain Ternoir, que je connais, que est un ami, partage ce que je dis là, mais moi ma conviction depuis des années, donc je vais poser la question, c'est pourquoi est-ce que le général de Gaulle a choisi Georges Pompidou? Parce qu'en réalité la question des intérêts du patronat, j'en parle dans mon livre, avec l'immigration de masse qui exerçait une tension sur les salaires, et on revient à Georges Marchais, parce qu'en réalité c'est ça qui s'est produit, donc l'immigration a été utilisée pour créer de la tension sur le marché de l'emploi et les salaires des Français, et donc ça, dès l'époque à Georges Pompidou, ça a été sur les rails. Attendez, juste Malika, est-ce que ça n'a pas été sur le rail, vous dites Georges Pompidou? Parce que ça s'est accéléré sous Giscard. Mais pardon, le regroupement familial qui a même fait beaucoup basculer, c'était pas rien le regroupement familial, c'est pas Pompidou ça, c'est Giscard Chirac. Absolument. Pompidou parlait déjà de tensions qui se produisaient sur le terrain entre les familles de l'immigration, là où elles résidaient, etc. Il a parlé de la question, et à l'époque, c'est très important pour l'histoire, je comprends pas que des historiens ne se penchent pas sur ce sujet, c'est pour quelle raison Pompidou n'a pas installé la participation que De Gaulle voulait installer, et c'est ça qui a conduit aux événements de 68 avec les grèves des ouvriers. J'aimerais vraiment s'il y a des historiens qui travaillent sur ça, c'est très important. Donc sur ce que vous dites, parce qu'on va en arriver à la surveillance généralisée, Conseil d'État dont a parlé Romain. Sur ce que vous dites, Giscard et le regroupement familial, il y a eu dès Raymond Barre une tentative de mettre un arrêt à ça, et c'est le Conseil d'État qui a empêché le politique en 78 et qui a retoqué le politique. Donc il faut qu'on parle un jour, qu'on mette à plat ça aussi, parce que quand on dit les élites politiques administratives, je l'ai écrit dans mon livre, La responsabilité du Conseil d'État, il y a tout un chapitre, c'est le Conseil d'État aujourd'hui qui gouverne la France. C'est ça, on l'a vu avec le processus de surveillance qu'il a validé. Exactement, Romain parle de processus de surveillance, on l'a vu dans toutes les affaires qui ont concerné le voile, l'affaire Babilou que j'ai suivie dès l'origine, c'est moi qui suis allée vers Natalia Baleato, qui restait mon amie, et qui l'ai aidé à faire connaître ce qui lui est arrivé. Vous vous souvenez, l'histoire du voile, la crèche Babilou, etc. Et là aussi, c'est le Conseil d'État qui a joué un rôle, qui avait joué le même rôle précédemment sous Lionel Jospin, en disant que les élèves, rien ne s'opposait à ce que les élèves portent des signes religieux. De Creil, pour rappeler Creil, 89. C'est 89, Creil, le Conseil d'État dit que le port de signes religieux par les élèves n'est pas incompatible avec la laïcité, et tout ensuite nos difficultés dans l'enseignement vont venir de là. À chaque fois, je lise dans mon livre toutes les décisions du Conseil d'État, et ça continue. La Cour de cassation, on pourrait en parler également, sont que des hauts fonctionnaires à chaque fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas dissocier le politique du haut fonctionnaire. Ils sont pieds et poings liés ensemble. Et donc on ne pourra pas y arriver, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Et ce que vous dites me fait penser à quelque chose, c'est que la situation de la France par rapport aux généraux, et ce qui soulève comme interrogation, et puis s'exprime comme citoyens qui aiment leur pays, on devrait les remercier plutôt que leur tirer dessus, entre guillemets, dans les médias partout, puisqu'ils sont tous en service commandé pour essayer d'insulter nos généraux. Ils pourraient très bien dire, écoutez, venez, discutons-en, etc. Ils ne le feront pas. Je n'y crois pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont mis la France dans une telle situation
qu'il faudrait avoir un tel amour de la France pour dire voilà, nous nous sommes trompés, mais aujourd'hui, nous allons tout faire pour nous racheter de nos erreurs, de nos fautes, qui sont presque impardonnables vu que c'est un crime presque contre la France, mais nous allons aider le peuple à s'en sortir et surtout nous allons sauver la France. Il faudrait qu'ils le disent, mais non, moi ce que j'observe depuis un certain nombre d'années, parce que écoutez, moi je les connais, ils veulent pas reconnaître leurs erreurs et donc ils continuent à nous amener encore chaque jour plus proche du précipice. C'est tout simplement inacceptable et indéfendable comme position. Ils doivent écouter ce qu'ont dit les généraux, ils doivent écouter ce qui monte parmi le peuple, ils doivent accepter de dire nous nous sommes trompés et nous allons tout faire, pas pour faire marche arrière parce que ça va être impossible, mais au moins ne pas aggraver la situation. Et c'est pour ça que je dis toujours arrêt des flux migratoires comme Georges Marchais, David Lisnard, maire de Cannes, et aussi ce que j'appelle la réforme qui est la mère de tous les autres, et pour moi c'est la mère de toutes les batailles, c'est la réforme du Code de la nationalité française. Il faut qu'on fasse un moratoire sur l'octroi de la nationalité. Quand je dis ça, les Français pensent au code du droit du sol. Je ne pense pas qu'à ça. Il y a aujourd'hui aussi le fait que vous devenez français simplement en épousant un détenteur de papier français. Si j'avais épousé un Chinois, ça n'aurait pas fait de moi une Chinoise, ce n'est pas possible. Donc ce côté surréaliste doit cesser. Et effectivement, reprendre frédément ce code, et surtout, c'est pas ça. Vous l'avez dit, Malika Sorel, appliquer la loi sur le devoir d'assimilation par rapport à l'obtention de la nationalité française. C'est fondamental. Et je crois que tout ça est lié, mais c'est vrai, il faut voir l'entre-soi, il faut voir cette espèce de... Il faut finir avec les Ménines de Vélasquez, parce que vous savez, ce que ça donne, la consanguinité, c'est pas toujours les meilleurs résultats. Il faut peut-être finir avec un demi-siècle de consanguinité. Et après tout, l'espoir fait vivre. Merci beaucoup. En tout cas, Malika Sorel, je rappelle le titre de votre livre, Décomposition française aux éditions Fayard, que vous pouvez maintenant retrouver aux éditions Poche. Et vous avez reçu pour ce livre le prix Honneur et Patrie des membres de la Société de la Légion d'honneur. Merci, et vous pouvez tous réécouter cette émission en podcast et sur YouTube, évidemment. Et puis merci à nos éditeurs. Fred, désolé, nous ne pourrons pas vous donner la parole. Vous étiez aussi nombreux à nous écrire des messages comme Sophie, qui a apprécié le discours et l'éthique de Malika Sorel. Donc je transmets ce message. Merci.